Bonjour à tous. Je vais vous présenter en quelques phrases Marc Giberneau ainsi que la problématique qu'il va vous exposer aujourd'hui. Donc tout d'abord, je me présente, je suis Félix Thom, je suis le directeur adjoint de l'UMR SPE. Alors derrière ces deux sigles, une unité mixte de recherche, c'est un des centres de recherche de l'Université de Corse qui associe l'université et le CNRS. SPE, c'est Sciences pour l'environnement, c'est-à-dire que les thématiques de cette UMR traitent de l'environnement avec des approches de physique, de chimie, de biochimie. Aujourd'hui, on aura une approche d'écologie et une approche aussi de chimie, de ces aspects environnementaux. Marc Giberneau, c'est un chargé de recherche au CNRS. Donc dans les unités de recherche de l'université, vous avez essentiellement des enseignants-chercheurs qui partagent donc leur temps entre l'enseignement et la recherche. C'est mon cas, comme je suis professeur. Marc fait partie des rares personnes qui font de la recherche à plein temps. À ce titre-là, je pense qu'il a beaucoup de chance et je pense qu'il va vous faire profiter de tout ça aujourd'hui. Alors Marc est arrivé à l'Université de Corse il y a 3 ans. Il a intégré une équipe qui se trouve sur le site d'Ajaccio, qui appartient à un bloc thématique qui s'appelle ressources naturelles, un bloc qui s'intéresse à la caractérisation des végétaux, des relations aussi avec les insectes de ces végétaux, avec des approches, comme je vous l'ai dit, de chimie, de biochimie, de biologie et d'écologie. Alors avant ça, il avait eu un parcours assez classique. Donc après une thèse, il a commencé à exercer ses compétences à Toulouse pendant 9 ans. Puis ensuite, il est parti à l'université en Guyane pendant 4 années et il est revenu à l'université de Corse en 2013. Donc Marc, c'est un écologue et sa spécialité, c'est de regarder les interactions qu'il peut y avoir entre les plantes, les insectes et les pollinisateurs. Donc sa spécialité, c'est la pollinisation d'une famille botanique qu'on appelle les aracées. Bon, il a étudié ces aracées sous différentes latitudes, dans le sud de la France, en Guyane et maintenant en Corse. Au sein du laboratoire, il s'occupe plus particulièrement d'une thématique qui est l'écologie chimique. Alors là-dedans, qu'est-ce que c'est ? C'est d'essayer de regarder le rôle que vont avoir les composés chimiques dans les interactions biologiques. C'est-à-dire comment une odeur florale, provoquée bien évidemment par un composé chimique, va pouvoir faire l'attraction d'insectes qui sont pollinisateurs. Donc vous l'avez compris, dans cette conférence, on parlera d'aracées, de pollinisation. Les aracées, donc c'est un peu la spécialité de Marc, c'est une famille qui est capable de générer des senteurs florales qui sont susceptibles de duper les insectes pollinisateurs. Et cette duperie se fait par imitation de leur site de ponte. Donc ces espèces d'aracées de Corse, elles ont développé une stratégie qui est relativement élaborée de pollinisation et elles sont devenues en quelque sorte des expertes pour attraper ces insectes nigauds. Donc ça sera la thématique que va développer Marc durant cet exposé. Je pense qu'il en a pour 30-40 minutes. Ensuite, vous pourrez lui poser des questions. Donc je lui laisse bien volontiers la parole. Merci Félix. Bonjour tout le monde. Donc, au cours de l'exposé, si vous voulez m'interrompre, poser une question, n'hésitez pas. C'est un exposé grand public, il n'y a pas de souci pour m'interrompre dans le cours de l'exposé. Donc, je vais vous parler d'aracées attrape-nigots. Alors, d'abord, les aracées. Donc, c'est une famille végétale de plantes qui contient 125 genres et presque 3800 espèces. Et elle renferme les plus petites plantes à fleurs connues, qui sont les lentilles d'eau, et l'espèce avec la plus grande inflorescence au monde, qui est l'arôme titan. L'inflorescence peut mesurer jusqu'à 3,50 m de haut et peser une trentaine de kilos. Donc les aracées, en tout cas dans nos sociétés, sont surtout connues pour leur côté ornemental, puisqu'on va les trouver comme plantes d'ornement, soit tropicales, soit dans nos logis. Elles ont certaines propriétés médicinales qui sont utilisées
en, en médecine traditionnelle. Et il y a quelques genres en Asie dont les bulbes sont consommés, comme le taro, qui sert à faire une sorte de farine de pommes de terre. En Corse, nous avons 6 espèces. 3 espèces du genre Arum, donc, ou Goué. Donc on a l'Arum italicum, l'Arum cylindраceum et l'Arum pictum. On a une espèce donc, de l'Arisarum vulgare, ou capuchon du moine, l'Ambrosina bassi, qui est une toute petite aracée, et l'Arum mange-mouche, qui est connu du fait qu'il émet une odeur cadavérique. Donc maintenant, on va voir en quoi la stratégie de ces aracées, qu'on trouve en Corse, fonctionne comme une duperie pour attraper des insectes. J'ai appelé ça nigo, mais on verra que, en fin de compte, ils n'ont pas trop le choix non plus. Donc avant de vous décrire le système de pollinisation, je suis obligé de vous expliquer comment l'inflorescence, parce qu'en fin de compte, ce qu'on voit, c'est une inflorescence, ce n'est pas une fleur simple, va constituer un piège à insectes, et ce qui est nécessaire, en fin de compte, pour pouvoir attraper, piéger les insectes. Donc, ce qu'on voit, en fin de compte, ce qu'on appelle une spathe, c'est une feuille modifiée. Et, en fin de compte, la partie centrale, cet axe qu'on appelle spadice, c'est celui qui va porter les fleurs. Et chez les aracées en Corse, en tout cas, la base de la spathe est renflée et forme ce qu'on appelle une chambre florale ou chambre de pollinisation. Si on ouvre cette chambre florale, voilà ce qu'on observe. Donc la partie émergée est une partie stérile, qu'on appelle appendice ou massue. Et donc on va voir cette partie-là a 2 fonctions chez les aracées. C'est produire de la chaleur, on va y venir un peu plus tard, et émettre les odeurs qui vont attirer les insectes. D'accord ? Et dans la chambre florale, qui est à la base de l'inflorescence, on a des fleurs classiques, donc comme des fleurs femelles, donc, qui vont produire les graines, si elles sont pollinisées. On a les étamines qui produisent le pollen. Et au-dessus, on a des fleurs stériles, modifiées en poils, qui, en fin de compte, vont fermer le piège et assurer le piégeage des insectes. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que ces fleurs stériles sont situées au niveau d'une zone de constriction, de resserrement de la spathe, qu'on peut voir ici et ici, qui fait que le passage est beaucoup plus étroit à ce niveau-là de l'inflorescence. Alors, comment se passe la pollinisation ? Donc, on va commencer par la première espèce, Arum italicum. Donc, la floraison est printanière. Donc, vous pouvez l'observer, c'est une espèce très commune en Corse. Elle est répandue sur l'ensemble du pourtour méditerranéen et de l'Europe. Et elle pousse dans les jardins. Elle a une anthèse, c'est-à-dire un cycle floral qui dure 2 jours. C'est très rapide. Donc, le premier soir, puisque la pollinisation, l'attraction a lieu au tomber du jour, la partie donc, stérile va produire de la chaleur et émettre des odeurs. Les insectes vont être attirés, donc ce sont des petits moucherons qui vont se poser sur la spathe dont l'intérieur est très glissant. C'est vraiment un toboggan, c'est comme le bobsleigh. Ils vont se poser dessus et tomber au fond de la chambre florale. Une fois qu'ils sont dans la chambre florale, ils ne peuvent pas remonter car il y a, comme vous pouvez le voir ici, les fleurs stériles qui les empêchent de s'échapper. À ce moment-là, les fleurs femelles, situées à la base de l'inflorescence, sont réceptives. Donc on peut voir les stigmates ont des petites gouttes qui marquent la réceptivité. Si les insectes sont chargés de pollen, au contact des stigmates, ils vont assurer la pollinisation et la production de graines par l'inflorescence. Ces insectes vont rester piégés pendant 24 heures, jusqu'au 2e soir, le lendemain. À ce moment-là, les fleurs femelles ne sont plus réceptives, le pollen va être libéré et tomber en pluie sur les insectes qui ont été piégés. Les poils vont sécher et les parois de la spathe aussi vont sécher. Donc les insectes vont pouvoir s'échapper du piège et disperser le pollen. S'ils sont capturés par une inflorescence qui est en phase femelle, qui émet une odeur attractive, à ce moment-là, ils assurent la pollinisation croisée. Donc je vous parle de thermogenèse. Donc voici, c'est sur une espèce très proche qui n'existe pas en Corse, Arum maculatum. Donc vous voyez ici la massue, dans la différence entre l'arôme de Corse, c'est qu'ici elle est violette. Et là, vous pouvez voir que si vous appliquez un thermomètre simple à l'air ambiant, donc vous voyez qu'ici, il va être à 18 degrés. Et si vous l'appliquez contre la massue, ça va monter jusqu'à 26 degrés. Donc on a une élévation de température de cette partie florale
qui peut être jusqu'à 15 ou 20 degrés au-dessus de l'air ambiant. Donc quand je parle de thermogenèse, c'est une production massive de chaleur que même si vous voyez des inflorescences à la tombée du jour et que vous allez les toucher, vous pouvez la percevoir au toucher. On peut aussi l'enregistrer, cette température. Donc si vous mettez un thermomètre particulier qui a la possibilité d'enregistrer la température, vous obtenez ce genre de courbe. Donc ici, on a le temps au cours de la journée. Et là, en fin de compte, ce que je vais représenter, c'est la différence de température entre l'appendice et l'air ambiant. Et donc, ce qu'on mesure directement, c'est l'élévation de température. Et là, vous pouvez voir, il y a 3 couleurs, 3 inflorescences. On voit que le pic de chaleur a lieu entre 7h30 et 10h30 du soir. Et on peut voir que la différence de température varie entre 14 et 18 degrés. D'accord ? Donc, c'est sur des structures végétales qui sont aussi grandes que votre petit doigt. Voilà. Et évidemment, ce pic de thermogenèse ou d'élévation de température correspond au moment où il y a le maximum d'odeur émise et où les insectes sont attirés. Donc l'odeur, on ne va pas rentrer dans le côté chimique pour cette espèce-là, c'est une odeur qui imite la matière végétale en décomposition, voire un peu l'urine, et donc ça va attirer toute une cohorte de petits moucherons, de petits coléoptères ou de moustiques associés à tout ce qui est humus dans nos jardins. Donc, lorsqu'on parle de pollinisation en général, on parle d'interaction dite mutualiste, c'est-à-dire qui est bénéfique pour les deux partenaires. La plante assure sa reproduction, car l'insecte qui visite les fleurs va d'une part disperser le pollen et polliniser afin d'assurer la production de graines. Et l'insecte, lui, vient chercher une ressource dans la fleur, qui peut être, en général, c'est du nectar ou du pollen, mais ça peut être aussi pour rencontrer un partenaire sexuel ou un site de ponte. Là, nous avons vu que dans le cas de l'aron, l'insecte, lui, n'obtient pas de ressources et on se trouve dans un système de pollinisation par duperie qu'on appelle une interaction antagoniste où, en fin de compte, l'insecte n'obtient pas la ressource qu'il vient chercher. Et dans ce cas-là, c'était un site de ponte. Donc, en fin de compte, les femelles insectes qui sont attirées dans l'arôme cherchaient de l'humus pour pouvoir pondre et se sont fait duper par l'odeur et la chaleur. La deuxième espèce dont je vais vous parler, c'est l'arôme Cylindраceum, qui est beaucoup moins connu d'un point de vue biologique. Donc, on l'appelle aussi gouet des Alpes. Donc, on sait que la floraison est printanière, que le cycle floral est aussi très court pour une inflorescence donnée, donc 2 jours. Et par contre, que la thermogenèse et l'odeur émise est beaucoup moins importante que dans l'arôme Italicum. Cette odeur est décrite comme étant proche des champignons ou des figues mûres et attire toute une cohorte de petits insectes qui pondent soit dans les champignons, soit sur des fruits. Et donc, ce sont aussi des petits moucherons et des petites mouches associées aux champignons. Là aussi, la pollinisation est probablement assurée par duperie, puisqu'elle imite le site de ponte de ces petits moucherons-là. Mais on n'en connaît pas plus. L'arôme pictum, lui, est un endémique Corse, Baléares, Sardaigne, alors que les 2 espèces d'avant étaient à large aire de distribution. Et déjà, sa première caractéristique, c'est qu'il fleurit en automne, contrairement aux 2 précédentes espèces qui fleurissaient au printemps. Là aussi, le cycle floral est très court et la duperie est associée à un autre substrat qui est le crottin de cheval ou d'âne. Et donc, associé aussi à une thermogenèse dont la production de chaleur a lieu durant le jour. Et évidemment, ça va attirer des insectes qui sont saprophiles, qui sont associés à ce crottin-là. Et donc, ça va être des mouches ou des coléoptères. Ce n'est pas des mouches amères dans le sens, mais assez proches. Et donc, on peut le voir ici. Si vous mettez un sac autour d'une inflorescence qui émet l'odeur, vous pouvez remarquer tous les petits points noirs. Ce sont les insectes qui sont attirés par l'odeur, qui cherchent le site de ponte. Évidemment, ils ne l'ont pas trouvé, mais qui restent dans l'environnement parce qu'ils soupçonnent, ils pensent qu'il y a du crottin frais dans l'environnement. Donc, vous voyez que ce sont des espèces quand même avec des parfums assez particuliers. Hein. C'est pas, voilà. Donc, dans les jardins, c'est souvent pas très cultivé. Alors, maintenant, nous allons voir l'arôme mange-mouche qui, dans le degré d'odeur, on va dire, on passe dans la division supérieure.
Donc l'arôme mange-mouche est aussi endémique de Corse, de Sardaigne, de Baléares. La différence, c'est que la structure est la même, sauf que l'inflorescence fait un angle de 90 degrés. Donc on a toujours le spadis, la spade, la chambre de pollinisation. À l'intérieur, on a les fleurs, mais là, on voit que l'inflorescence présente une surface plane au pollinisateur. La floraison est printanière et le cycle floral est court de 2 jours. Donc, le premier jour, au moment de la phase femelle, donc, le spadis va émettre une odeur cadavérique et produire de la chaleur, ce qui va attirer les mouches. Et à ce moment-là, à l'intérieur du tube, derrière, les fleurs femelles sont réceptives. Et si les mouches attirées portent du pollen, il y a pollinisation. Les insectes sont piégés dans l'inflorescence. Le lendemain, le pollen va être libéré dans la chambre florale. Et les insectes, ici vous pouvez voir, normalement c'est une mouche qui est noire, elle est toute jaune, couverte de pollen, vont s'échapper et assurer la dispersion du pollen. Donc cette espèce-là a été beaucoup plus étudiée car elle avait un caractère quand même très marqué dans la pollinisation. Et les pollinisateurs donc, du fait de l'odeur cadavérique sont des mouches des cadavres. Donc on a 2 grands genres en Corse et en Sardaigne où ça a été très étudié, c'est Calliphora et Lucilia. Donc Lucilia est facile à reconnaître, ce sont des mouches avec une couleur métallique très prononcée. Et donc ce sont des mouches connues pour prendre dans les cadavres des vertébrés. Donc je vous parle d'odeur cadavérique, donc là on va faire un petit peu de chimie. Et en fin de compte, cette odeur est composée de ce qu'on appelle une famille qui sont les sulfides. Et comme vous pouvez voir, les sulfides contiennent des atomes de soufre. Et c'est ce qui fait cette odeur si caractéristique, qui fait que les mouches se font duper. Ici, donc, vous voyez ce qu'on appelle un chromatogramme qui permet d'analyser les odeurs. Donc ici, il faut imaginer que lorsqu'on prélève l'odeur, on le met dans un appareil spécial qu'on appelle un chromatographe en phase gazeuse, qui consiste à séparer les différentes molécules que constituent l'odeur. Donc ici, vous imaginez qu'il y a le temps, d'accord, qui correspond en fin de compte à une augmentation de température, c'est comme un grand four, et chaque molécule sort à son point de vaporisation. Donc les composés les plus volatiles sortent d'abord, et les composés les plus lourds sortent un peu plus tard. Et donc ici, vous voyez donc les pics qui correspondent aux sulfides. Et ce qu'ont fait des collègues sardes, c'est qu'ils ont couplé cette analyse-là avec un électroanténogramme qui consiste à enregistrer sur l'antenne des mouches leur perception des molécules émises. Et donc chaque fois que l'antenne perçoit une odeur, elle se dépolarise, c'est-à-dire qu'elle fait une activité électrique qui est marquée par un pic. Et comme vous pouvez voir, les 4 molécules des sulfides sont tout à fait très bien perçues par les mouches. Donc ce qui veut dire que les mouches, lorsqu'elles veulent repérer un site de ponte, les femelles de cadavres, elles cherchent des sulfides dans la nature. L'inflorescence d'arômes mange-mouche produisant des sulfides en grande quantité, la mouche ne peut pas reconnaître un vrai site de ponte de l'arôme mange-mouche et donc est forcément attirée. Et une fois qu'elle est attirée, elle va être piégée et assurer quelque part, on va dire, contre sa volonté, la pollinisation de cette espèce. Donc l'odeur est déjà un fort attractant et participe à la duperie. On a vu que l'inflorescence était un piège, mais il n'y a pas que l'odeur. Ah oui, pardon. Donc ils ont aussi fait une autre expérience qui consiste à regarder le nombre de mouches attirées, évidemment, entre une phase femelle, oh, pardon, on est allé beaucoup trop vite, voilà, évidemment, qui émet de l'odeur, et une phase mâle qui n'émet pas d'odeur, décidément. Donc évidemment, en phase d'odeur, il y a beaucoup de mouches, beaucoup plus de mouches qui sont attirées qu'en phase mâle où il n'y a pas d'odeur. Donc sur ces inflorescences qui n'émettent pas d'odeur, ce qu'ont fait les collègues sardes, c'est qu'ils ont pris les molécules de sulfide et les ont rajoutées, ils les ont appliquées sur l'inflorescence. Donc cette inflorescence qui n'émet plus d'odeur naturellement va en mettre de manière artificielle. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que si on applique l'odeur aux inflorescences mâles, à ce moment-là, l'inflorescence retrouve l'attractivité et continue de piéger les insectes. Donc ce qui montre que l'odeur est un attractant et fait partie du système de duperie chez cette espèce. La chaleur est aussi trompeuse. Donc ici, vous pouvez voir une photo en visuel, il y a un infrarouge. Donc plus la partie est chaude, plus elle est jaune. Donc on voit bien que le spadis produit de la chaleur. Et ils se sont aperçus que l'augmentation de température chez l'espèce d'arôme mange-mouche imite ou correspond à l'augmentation de température, dans ce cas, c'était dans un goéland qui était mort
et qui était en train de, sous la fermentation bactérienne, d'augmenter la température. Le cadavre augmentait sa température. Et donc, les sardes ont fait une expérience. Donc ici, c'est le nombre de mouches qui sont attirées. Donc là c'était l'expérience qui correspondait à la diapo d'avant. Si on met de l'odeur de synthèse, eh bien, on reste attractif. Mais si en plus, il mettait de la chaleur, c'est-à-dire qu'il rendait l'appendice chauffant, à ce moment-là, il y avait encore plus de mouches qui étaient attirées. Donc les mouches cherchent des sulfides dans la nature, mais des sulfides associés à une source de chaleur. Voilà. Donc évidemment, il y a le côté visuel aussi, qui est le côté un peu chair, et le fait que l'orifice, l'entrée de la chambre florale représente un orifice donc, dans lequel l'insecte est susceptible de rentrer dans le cadavre pour pondre, qui parfait l'imitation. Voilà. Donc vous pouvez voir que c'est une stratégie très très évoluée afin de duper une famille ou un groupe de diptères, de mouches qui sont associés au cadavre. Donc au XIXe siècle, on pensait que la plante était carnivore, d'où son nom. Le nom latin, c'est Mucivoris, ça veut dire mange-mouche. Et c'est vrai que lorsqu'on ouvre certaines inflorescences, on s'aperçoit qu'il y a des cadavres de mouches, et voire même des asticots, des fois, qui se promènent dedans. Alors, j'ai travaillé sur cette espèce. Je ne suis pas sûr que l'arôme soit lui-même mange-mouche. Pour qu'il soit carnivore, il faudrait que l'inflorescence, la spate, ait des structures spéciales pour récupérer les sels minéraux perdus par les insectes. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la pollinisation de cette espèce est assurée par une duperie des mouches qui imite les cadavres de vertébrés et que l'odeur qu'elle émet et la chaleur sont des paramètres importants dans cette duperie. On va finir par les deux espèces qui sont un peu moins connues. Donc, il y a l'Arisarum mange-mouche ou le capuchon du moine, qui est très commun en Corse et sur le pourtour méditerranéen. Donc, lui, comme l'Arum pictum, il a une floraison qui est automnale hivernale. Par contre, le cycle floral est très très long. Il peut durer jusqu'à 1 mois. Et en fin de compte, ce cycle floral est très long parce qu'il s'adapte d'une part aux conditions. Automne-hiver, ce n'est pas la meilleure saison pour avoir beaucoup d'insectes actifs dans le milieu. Et d'autre part aussi, cette espèce n'a pas de système de piégeage très évolué. Comme vous pouvez voir, ici, vous voyez donc la spate, le spadis, vous voyez les fleurs ici qui sont... Mais il n'y a pas de piégeage, il n'y a pas de constriction de l'inflorescence, il n'y a pas de poils qui permettent de faire des barrières. Et donc, c'est pour ça que sûrement le cycle floral est beaucoup plus long. Ce qu'on sait, c'est que ça imite probablement aussi de la matière végétale en décomposition, de l'humus, et que ça attire beaucoup de divers petits moucherons. La dernière espèce, c'est Ambrosina bassi, qui, elle, est plutôt distribuée dans l'ouest méditerranéen, a une floraison automnale-hivernale. On sait que le cycle floral est très long, mais on n'a jamais observé de pollinisateur. Et le taux de fructification est très bas dans la nature. Et donc, je vais vous présenter un petit peu la structure florale. Donc, c'est une petite inflorescence qui fait moins de 3 cm, qui est plaquée au sol. Et voici, lorsque vous faites une coupe de l'inflorescence, comment c'est disposé. Il faut imaginer ça comme un duplex. Vous avez ici donc la partie supérieure, avec le sol et la fleur femelle, qui est exposée à l'extérieur. Et les étamines sont dans l'étage d'en dessous, ici. Mais pour accéder aux étamines, il faut passer par ce petit trou, ici, donc qui est là-haut. Donc ça veut dire que physiquement, dans cette inflorescence, les fleurs mâles et femelles sont séparées. Cette espèce est très ancienne. Elle est apparue il y a 40-45 millions d'années, au moment où la Méditerranée avait un climat tropical. Donc ça se peut que cette espèce soit relique d'une flore tropicale et qu'elle ait perdu au cours de l'évolution, sur ces 40 millions d'années, le pollinisateur qui était spécialisé à venir dans le sol à faire ce mouvement-là. Car elle a été étudiée par exemple en Algérie dans les années 1930. Il y a un monsieur qui a travaillé et qui avait à l'époque, en Corse maintenant elle est protégée donc on ne peut pas trop la récolter, mais lui il avait coupé des dizaines d'inflorescences, il n'avait jamais trouvé d'insectes en dehors de quelques fourmis, colamboles, donc rien de spectaculaire. Donc on a quand même un faible taux de production de fruits, donc ça veut dire qu'il y a sûrement des fourmis ou des colamboles qui doivent assurer un peu de pollinisation, mais en tout cas si elle avait un pollinisateur qui était efficace et spécialisé, il n'est plus là. Voilà. Donc, pour conclure, globalement, on a vu que c'est une pollinisation par duperie,
c'est-à-dire que les inflorescences imitent le site de ponte. Alors, en général, pour les insectes, on dit oviposition, tiens, il manque un i, pardon. Ponte, c'est plutôt pour les vertébrés. Et pour cela, l'inflorescence a mis une inflorescence qui constitue un piège à insectes et qui produit une odeur florale qui dupe l'insecte, et production de chaleur qui est importante. Nous avons vu qu'en Corse, il y a, en général, il y a une imitation de bouse ou d'excréments de matière végétale en décomposition. Ça peut être aussi les cadavres. Mais chez les aracées, on connaît d'autres systèmes de duperie, par exemple, où ils peuvent imiter les champignons, les fruits pourris, ou alors les vertébrés à sang chaud, et attirer à ce moment-là des moustiques. Donc, si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous pouvez me poser des questions. J'avais écrit un article, alors, malheureusement, Standard n'existe plus, mais si vous pouvez en janvier 2013, sur ces systèmes de pollinisation. Je vous invite aussi à aller observer au printemps la nature autour de vous, car ce sont des espèces très communes qui posent dans le voisinage, dans les jardins, et vous pouvez observer vous-même de visu ces systèmes de pollinisation si élaborés et si spécifiques. Je vous remercie de votre attention.